L'hôtel du Fleuve, situé dans la commune d'Ila Gombe, Kinshasa, a reçu ce mardi 22 novembre tous les premiers colloques de mandataires Amin et carrière dans les contextes juridiques. Un colloque de réflexion qui a réuni plusieurs personnalités du gouvernement de Wario, à savoir le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Maître Guilando Boyo, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, et les corps juridiques et le membre de l'ASBEL, CMMC. À l'issue de ces colloques, les différents intervenants ont réussi de dégager les principales aspirations qui se résument dans 4 contextes. Bâtir une plateforme professionnalisée qui rassemble tous les mandataires Amin et carrières évoluant en République démocratique du Congo. Construire un réseau solidaire et participatif de tous ses membres. Lancer des projets communs et des initiatives favorisant l'excellence du pays. Renforcer le partenariat avec les institutions nationales et locales dans l'exercice du profession minier. En effet, les corps du mandataire Amin et carrière réitèrent leur engagement dans le secteur minier étant que représentataires, conseillers, assistants de toute personne intéressée dans l'octroi de l'exercice du droit minier et de carrière. Suivez l'intégralité du premier colloque conformément à l'article 30 du droit minier et l'article 27 du Code minier congolais. Merci. Comme vous le savez, notre pays fait face à une agression injuste, sauvage, barbare d'un pays voisin, le Rwanda, dont les troupes occupent illégalement, injustement, une partie de notre territoire. Et ils sèment mort, terreur, désolation, pillage. Et voilà pourquoi, répondons à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur la mobilisation générale à propos, le corps des mandataires en mines et carrières de la République démocratique du Congo va y répondre patriotiquement en dénonçant cette agression injuste qui est malheureusement soutenue par une partie de la communauté internationale, parce que cette agression n'a pour objectif que le pillage systématique, sans foi ni règle, de nos ressources naturelles. Le corps des mandataires en mine se solidarise avec nos populations de l'Est qui croupissent en ce moment sous une misère et tuerie indescriptible. Le corps des mandataires en mine et carrière réserve une pensée pieuse à l'endroit de tous nos compatriotes, de tous nos militaires. Cela dit, Excellence, Monsieur le ministre d'État, vous permettez que nous puissions maintenant brosser les objectifs du présent forum. En effet, ce premier colloque des mandataires en mine qui rassemble a principalement pour objectif le renforcement des capacités intellectuelles et professionnelles des mandataires en mine de carrière de la RDC. Le renforcement de liens entre ces différentes
experts miniers congolais, la consolidation et le renforcement de l'interaction permanente entre le corps des mandataires en mines et carrières et l'administration des mines. Cela dit, ce premier colloque va s'articuler autour de deux principaux mandataires en mines et carrières à l'épreuve de la pratique. Deuxième d'un principe. Mais pour pouvoir décortiquer ces deux principales thématiques, nous avons recouru à des experts qui ont fait leur nom dans les secteurs de mines. À vous, Seigneur, tout honneur, nous commençons par vous citer son Excellence, messieurs les ministres d'État, ministres de l'aménagement du territoire, dans la vie professionnelle, mais aussi et surtout dans la vie politique. Il va nous aborder autour de la thématique les mandataires en mines et carrières face au marché minier. Comme vous le savez, il est l'un des grands mandataires en mines congolais qui a géré des grands dossiers, des grands marchés. Il va essayer de l'aborder avec nous. Ensuite, c'est Madame Dorothée Madia, Maître Dorothée Madia, que vous connaissez, avocate de profession, mandataire en mines, qui est présidente du Conseil des sages de ce corps. Elle va plutôt aborder la problématique de l'évolution de l'administration minière ainsi que ses conséquences sur le plan économique. S'en suivra Maître Georges Bokundou. Maître Georges Bokundou, lui, c'est un grand avocat mandataire en mines qui a longtemps évolué dans la société civile du secteur des mines. Il va nous aborder sur la problématique de la maximisation des recettes minières à l'épreuve de la fraude minière. Il va aborder la problématique de l'impact du nouveau code minier, plutôt les contrats bénéficiant des clauses de stabilité à l'épreuve du nouveau code minier. Maître Jean-Pierre Ndobo, qui est un grand avocat aussi, un grand mandataire en mines, va aborder la problématique de l'impact du nouveau code minier dans la maximisation des recettes minières. Nous avons notre tout nouveau bâtonnier du barreau de Lubumbashi, le déplacement, il est arrivé seulement hier pour cette activité. Lui, il va nous aborder autour des mandataires en mines et carrières à l'épreuve de la pratique. Dans la Chambre des mines et carrières, elle assiste de même maître le président de cette chambre, M. Louatoum. Elle va nous aborder la problématique de la sous-traitance dans le nouveau code. Parce qu'il s'occupe actuellement des sous-traitants congolais. Nous avons le professeur Givette Ndela, qui donne cours dans plusieurs universités, avocat de profession et mandataire en mines aussi, qui va nous entretenir autour de l'impact de la clause de stabilité révisée sur les investissements miniers en RDC. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, Madame. Je vous en prie. Pour entrer sur la dernière ligne, prenez quelques rapidement, quelques images de situation, même pour laisser le public en contact avec les panels. On a entendu. Merci, cher confrère. Merci. Merci. Soyez. Il y aura certainement des questions liées. Est-ce que ce fameux code de 2018, ça vaut encore son désaccord? Est-ce qu'il faut y revenir? Tu as entendu parler de la fameuse clause de stabilité. Est-ce que, mais écoutez, voilà. Et donc, l'article 25 alinéa 2 de ce code dit ceci, je cite, outre la représentation, les mandataires en mines et carrières ont pour mission de conseiller,
et ou d'assister toute personne intéressée dans l'octroi et l'exercice des droits miniers et des carrières ainsi que dans les contentieux y afférents. Se présente auprès de l'administration, selon les cas, soit des voies de recherche, soit des voies d'exploitation selon le cas. Cette interaction, lorsque le requérant de droit minier ne peut pas s'y rendre, ne peut pas compléter le formulaire des demandes de droit minier, eh bien, la loi, cette disposition donne cette latitude, cette prérogative au mandataire en mine qui, forcément, il ne faut pas être juriste. Un corps qui ne revient pas exclusivement aux juristes. Un corps qui est assez libéral, qui fait à ce que ça fait appel à tous les autres. Comme on peut bien le comprendre, un mandataire en mine et carrière est supposé avoir des compétences requises lui permettant de représenter, d'assister ou de conseiller les différents intervenants dans les champs miniers, ce qui suppose donc que ce soit dans la phase de la prospection, de la recherche, de l'exploitation, du traitement de dossiers, parce que lorsqu'on soumet, on fait une demande, il y a la partie instruction cadastrale, il y a la partie instruction technique, jusqu'à ce que la ministre des Mines, qui est l'autorité attitrée dans le secteur pour prendre des actes réglementaires dans le domaine, il y a des choses qui interviennent, il y a des phases qui interviennent avant que l'acte réglementaire, que l'arrêté du ministre selon les cas puisse intervenir. Les stockages, parce que dans le cas de la phase de la production, lorsqu'on produit, vous savez, dans notre pays, les produits miniers sont exportés en brut, parce qu'on ne dispose pas d'une chaîne appropriée pour faire la transformation de produits miniers localement. C'est la chambre de bataille, son excellence souverain, le chef de l'État, de pouvoir faire exister dans notre pays ce qu'on appelle la chaîne de production, la chaîne des valeurs, et la zone économique spéciale qui a été visée, c'est celle qui est dans la province de Tanganyika, à Manon. La détention, parce que lorsque vous après avoir produit, quand vous entreposez, tout ça, ça rentre dans le cadre d'activité minière. Les transports, vous savez, il y a la sous-traitance. Je suis très content parce qu'on va y revenir. Il y aura un intervenant qui va parler, je crois que c'est Maman Bernadette Koudou, qui va venir. Colonial. Comme vous devez le savoir, notre pays a été colonie belge. Et à l'époque, le législateur colonial avait légiféré sur la question de mine. Le premier décret qui a été pris était celui de 1910, qui a été modifié par celui de 1919. Mais cela réglementait que l'exploitation et la recherche minière dans les Katanga. En 1937, il y a eu un autre décret qui a été pris pour légiférer cette fois-là l'exploitation minière sur toute l'étendue du territoire national. Le décret de 1937 est resté en vigueur jusqu'en 1967, année de la promulgation de la première législation minière du Congo indépendant. Et cette législation légiférait les questions de mines et des hydrocarbures. Il va s'en suivre l'abrogation de cette ordonnance-là de 1967 en 1981, lorsque le législateur a encore une fois légiféré sur les questions de mines et des hydrocarbures. Mais la loi de 81 ne s'était pas vraiment écartée de la loi de 67, puisque ça reprenait à peu près les mêmes dispositions. Et il a été constaté que cette modification n'avait pas vraiment apporté d'impact positif dans le secteur minier. Et les dispositions contenues dans ces lois n'étaient pas incitatives pour le secteur. Ce qui a eu pour conséquence que lorsqu'on étudie les statistiques, dans la période allant de 1937 à 1966, comparativement à celle allant de 67 à 96, la période régie par la loi minière, il se dégage de ces données qu'il y a eu 48 sociétés pendant la période de 67 à 96 et seulement 7 sociétés minières durant la période allant de avant 97. Alors, pour pallier à cette insuffisance,
il a été question par l'initiative de la Banque mondiale de mettre en place une loi qui devait être incitative et amener les investisseurs étrangers à venir investir dans les secteurs miniers dans le pays. C'est ainsi que la loi de 2002 a été promulguée. Cette loi avait apporté des nouveautés dans les domaines douaniers, fiscal et surtout dans ce qui concerne l'octroi du droit minier qui devait se faire de manière transparente. Et la première règle, c'était la règle de priorité, c'est-à-dire celui qui introduisait sa demande même à 1 minute avant la demande de celui qui vient après. C'est cette demande-là qui devait être d'abord traitée en priorité. Et si le dossier ne remplissait pas les conditions du code minier, là on pouvait passer au traitement de l'autre dossier. Maintenant, dans l'application de ces codes de 2002, ces codes a été salué par la société civile, dont nous avons un militant ici dans la salle, qui est à ma droite, Maître Joseph Bokoundou. Je pense que je suis content de lire de l'Église. Donc vous avez salué cette code et le Fonds monétaire international aussi, vu que cela a apporté beaucoup d'investisseurs étrangers, ce qui a fait que nous sommes passés de 35 entreprises minières à 482 sociétés détentrices de droits miniers et des carrières. Cela relève de statistiques de 2019. Présentation dans les secteurs miniers reconnus au seul mandataire en vie. Corps de mandataires en vie de carrière est une organisation sans but lucratif dans notre pays parce que le législateur du code minier a voulu à ce que l'administration minière dans notre pays puisse avoir un corps de personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les titulaires de droits miniers et l'administration. Et donc ce premier colloque qui est un laboratoire de réflexion d'abord sur l'avenir du code minier. Est-ce que depuis que ça a été adopté, promulgué depuis 2018, est-ce qu'il y a encore des dispositions qui doivent être revisitées? Quel a été l'impact de cette législation minière sur l'économie du pays dans son ensemble, sur le plan de développement, sur le plan économique? Voilà. Donc nous avons été conviés moi-même comme président